和市场的改变，市场的改变，市场的改变，消费者和市场的改变，市场的改变。Hey, remember, man, fucking warriors. Critique gastronomique, restaurateur, écrivain et surtout un personnage éminemment médiatique. Jean-Pierre Coff, bonjour. Bonjour. Notre premier invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, ça me fait plaisir. On vous remercie infiniment, ça nous fait un grand plaisir de voir nos locaux et on vous souhaite une très belle émission. Et moi aussi, je souhaite que vous fassiez une belle émission. C'est toujours emmerdant d'être dans une émission, on se fait chier surtout. On va essayer de ne pas se faire chier alors aujourd'hui. Essayez, j'avoue. Mangez bien, mangez sain. C'est la une du magazine L'Express cette semaine. Marianne aussi affichait en première de couverture un traité contre la malbouffe la semaine dernière. Vous êtes vous-même, Jean-Pierre Coff, un ardent défenseur d'une alimentation saine et équilibrée. Est-ce que vous considérez que votre combat a été gagné au regard de ces unes? Non. Et plus largement qu'une prise de conscience des consommateurs? Non, c'est pas gagné. C'est pas gagné tant qu'on ne fera pas comprendre aux consommateurs qu'ils sont responsables de la médiocrité de l'alimentation qui règne actuellement. C'est le consommateur qui est responsable. Parce que c'est lui qui a accepté tous les dévoiements de l'agroalimentaire. Personne d'autre. Donc qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Le consommateur se satisfait de bouffer de la merde, je ne vois vraiment pas pourquoi il changerait d'avis. C'est là le vrai problème. C'est que personne ne dit ça, mais la réalité, elle est là. Il y a une médiatisation de ces pratiques industrielles quand même que l'on pointe du doigt dans les émissions, dans les unes comme Vous trouvez que cette c'est très semaine avec médiatisé? l'Express. En tout cas, les jeunes le savent de plus en plus et les gens ont de plus en plus accès à ces informations-là. On lève le Il serait voile sur ces temps pratiques. qu'on dise Il serait ça. temps. Ça fait 30 ans que je le dis. Moi, qu'est-ce que je dis? 40 ans, j'ai commencé à dénoncer ces trucs-là en 85, 86. Vous voyez, on est en 2015. Ça fait pas beaucoup de progrès. Et pourtant, moi, pour revenir sur quelque chose que vous avez dit tout au début, le fait de se rendre compte de la médiocrité un peu de ce qu'on bouffe maintenant actuellement. Donc, comme disait Alexandre, il y a quand même des scandales comme le Horsegate, etc., avec la viande de cheval Spanghero, qui ont quand même fait un peu bouger les mentalités. Avant, vous croyez-vous? En tout cas, je pense que le consommateur est un peu plus conscient de ce qu'il peut manger dans son assiette. Après, la question, c'est... Je crois pas. Mais est-ce que... Mais franchement, je crois pas. pensez pas Non. Bah oui, on a mis de la viande de cheval et alors la belle affaire. Qui sait faire la différence entre de la viande de cheval et de la viande de bœuf dans un ravioli ou dans un... Je vois pas. C'est sûr que cette arnaque du consommateur est extrêmement déplaisante. Je vous ferai remarquer que ce n'était pas la première fois que Spanghero faisait des escroqueries. Il n'est toujours pas en tôle, que je sache. Il n'y a personne n'est en cabane là-dedans, alors que tout le monde devrait être déjà en tôle depuis longtemps, condamné, etc. Mais le laxisme des pouvoirs publics par rapport à la consommation est lamentable. Vous avez remarqué que c'est difficile de bouger nos concitoyens, les convaincre de passer d'un comportement à un autre, c'est pas simple. Et pour moi, c'est le consommateur qui est responsable de l'échec de l'alimentation. C'est lui qui veut bien manger de la merde. Parce que il n'y a pas de fatalité à manger de la merde. N'importe qui peut s'en passer. C'est pas une obligation d'être obligé d'acheter des produits médiocres. On est passé depuis la guerre d'un certain nombre de stades où on a voulu manger beaucoup d'abord. Pour oublier qu'on mangeait 1 kilo de viande par semaine dans le temps. C'est fini ça. Ensuite, on a voulu manger beau. C'est-à-dire il fallait que la tomate soit rouge, belle, brillante, etc. Maintenant, on voudrait qu'elle soit bio. C'est la mode. Entre-temps, on a eu une période, moléculaire. Ah ça, cuisine moléculaire, un non-sens absolu. Pardon? Vous n'y croyez pas? Moi, j'ai envie de manger un produit, j'ai pas envie de manger un sous-produit. Moi, là, chaque fois que je vais manger dans un restaurant, enfin, ça ne m'est pas arrivé tout le temps, parce que quand on est pris une fois, on n'a pas raison d'y aller. Une fois, je suis allé dans un restaurant de cuisine moléculaire, j'ai été malade toute la nuit. Or, moi, je ne vais pas dans un restaurant pour payer chi, je vais dans un restaurant pour avoir du plaisir et manger. C'est toute la différence. D'ailleurs, vous constaterez que cette cuisine moléculaire a fait des dégâts considérables, parce que maintenant, la culture est moléculaire. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire qu'on s'intéresse au vent
et on s'intéresse à la fumée, à la buée, à tout ce qui se passe au-dessus, mais le fond, c'est abyssal. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'essentiel, on va vers l'image, vers ce qui est beau, gentil, facile, et moi, ça me désespère. Et surtout sur ce qui n'est pas cher. Nous, en tant qu'étudiants, Non, nous avons... la notion de pas cher, attention, là, vous êtes en train de vous embarquer dans un très mauvais sujet. On peut manger bon pour pas cher. Vous avez fait des recettes à moindre coût, d'ailleurs. Non, mais moi, c'est mon combat, ça. Il n'y a pas... Bien sûr. Il y a deux... Il y a pas de fatalité à manger de la merde, et il n'y a pas de fatalité à manger cher. On peut manger bien et bon marché. Il faut respecter un certain nombre de règles. Les règles, elles sont simples. Il faut d'abord cuisiner soi-même. Il faut acheter des produits de saison. C'est sûr que quand vous voulez manger une soupe de fraises le 15 janvier ou le 15 décembre, vous allez la payer une fortune et vous n'avez pas de coût. C'est là où j'attaque le consommateur. C'est que lui, il est très content de manger une fraise parce que ça lui rappelle ce que c'est. C'est gros, c'est énorme et c'est rouge. N'oubliez pas que le principe de cette fraise qu'on a à contre-saison, c'est encore une fois les Américains qui nous l'ont emporté. Il y a un type qui a eu l'idée de faire passer des fraises de la côte ouest à la côte est. Et le test, c'était d'être debout, le bras en l'air et de lâcher la fraise, elle devait tomber par terre et ne pas être abîmée. Et c'est ce qui est en Espagne actuellement. Elle s'appelle la Canarossa, et c'est une fraise imbécile. On peut pas s'appeler fragrance, parce que la fraise c'est quand même ça, hein, c'est fragrance, le parfum, en avoir si peu, être si peu comestible, si peu goûteuse, et d'avoir aussi peu d'intérêt. C'est quand même une aberration totale de donner le nom de fraise à ce produit qui a... faudrait, pour comprendre, évidemment, vous démarrez dans la vie, mais il faudrait aller voir en Espagne. Quand vous voyez des hectares et des hectares de terre, c'est pas de la terre, c'est de la terre, oui, mais qui est recouverte de plastique, sur lequel il y a des plants de fraises, et que là-dedans, chaque plant est arrosé avec un engrais, et ça fait des fraises. Un productivisme que vous dénoncez d'ailleurs. Mais bien sûr, parce qu'il faut arrêter de... Enfin, on peut produire, et quand vous avez un beau terroir, une bonne souche, une bonne graine, et que vous avez un arrosage normal, vous avez un produit qui est formidable. Moi, je mange des fraises. Hier, j'ai encore mangé une salade de tomates de mon jardin. Je peux vous dire que c'était formidable. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le consommateur commence un peu à se rebeller face à ce phénomène-là? Par exemple, je pense aux associations de consommateurs qui commencent à se développer, comme l'UNICEF fait choisir ou autres, qui commencent à dénoncer. Mais ils sont là depuis 20 ans. Ils sont là depuis 20 ans, mais il y en a d'autres aussi. Oui, mais il serait temps quand même de... Oui, bien sûr. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils existent avec l'argent du public. Regardez en Suisse. Je ne suis pas partisan de dire que tout est mieux ailleurs. Mais en Suisse, les associations de consommateurs, ils ont un journal qui est remarquable, qui dénonce vraiment toutes les saloperies, tout ce qui est fait, mais c'est payé par les consommateurs. C'est-à-dire, pour être un consommateur indépendant, lucide, les gens payent pour être informés. En France, c'est distribué dans les En consommateur étudiant, c'est vrai qu'on a souvent le choix de la facilité, des fast-food à portée de main, pour le prix qui est peu élevé et pour cette facilité avec des modes de vie qui correspondent aussi à ça. Vous savez, il y a quelques années, Madame Pécresse, qui est candidate à la présidence de la région de France, qui était ministre des universités, m'a demandé, ainsi qu'à Jean-Robert Pitt, de visiter les Crous. Moi, j'étais effaré. Ce qui ne fonctionne pas là-dedans, parce que quand on veut faire de la qualité, c'est possible. Là, on n'est plus en face du consommateur. On est en face de l'organisation de l'État qui veut contrôler, qui veut surtout pas qu'on le vole, qu'il n'y ait pas de scientifique, etc. Alors, il y a des appels d'offres. Les appels d'offres, qu'est-ce que c'est? C'est à des industriels de l'alimentation qui filent du surgelé dans les Crous, ou dans les collèges. D'ailleurs, c'est pas que les Crous qui sont en cause. Les Crous, nous, on les a tous visités.
Moi, je me souviens à Orléans, parce que quand j'allais dans les crousses, moi, je me mettais avec les étudiants et bavardais avec eux pour savoir ce dont ils avaient envie. Mais quand vous regardez, même encore maintenant, les assiettes des étudiants, c'est quoi? Un steak haché, des frites, du riz ou des pâtes. C'est ce que j'aimerais le souligner. Pas une alimentation, ça. Et quand je voyais un jeune étudiant à côté de moi, qui me disait, oh, ça serait formidable si vous vous occupiez de l'alimentation dans les crousses, on aurait de la salade de tomates tout le temps. Je lui dis, en tout cas, tu n'en aurais jamais, parce que la saison de la tomate, c'est quand vous êtes juste en vacances. Donc vous en aurez un petit peu au mois d'octobre, fin de saison, c'est tout, vous n'en aurez jamais. Mais au mois de janvier, on ne mange pas de salade de tomates, excusez-moi, c'est pas mûr. Justement, dans ce rapport, vous revenez aussi sur la question de l'alcool dans les cantines et vous prenez un retour du vin. Et je vous cite, en effet, lors des soirées de défonce, ils, donc les jeunes, boivent d'impressionnantes quantités de bière et d'alcool fort, vodka, tequila, whisky, rhum, largement additionnés de boissons sucrées. L'initiation à une consommation modérée de vin est un excellent moyen de lutter contre l'alcoolisme et un enrichissement de la culture gustative des étudiants. Comment est-ce que vous avez ce dossier-là? J'ai votre rapport sous les yeux. Eh bien, vous avez bien la veine parce qu'il était enterré. Mais quand je dis enterré, ils ont dû prendre un bulle pour le foutre sous les... Je ne sais pas où il est planqué, parce que nous avons eu, Jean-Robert Pitt et moi, une campagne absolument scandaleuse en disant qu'on voulait alcooliser tous les gamins de France et de Navarre, alors qu'en réalité, notre idée était la suivante. Nous voulions que, dans les régions, parce que posons d'abord un point, puis je reviens tout de suite. L'alimentation, incluons la boisson dans l'alimentation, c'est culturel. On est bien d'accord. C'est culturel. Personne ne peut le nier. On ne nie pas. Les églises romanes, Saint-Nectaire, le fromage. Je veux dire, partout c'est comme ça. Donc on disait, apprendre à des jeunes ce qu'est leur région, ce qu'ils ignorent souvent, et leur faire découvrir les produits de la région, y compris le vin. Parce que je ne vois pas pourquoi on irait permettre à des mômes de se saouler la gueule. C'est moi, j'ai fait des conférences un jour, j'ai fait une conférence un jour à Amboise, dans un collège où les mômes essayaient d'apprendre ce qu'était la viticulture. Et les parents venaient me voir et me disaient, c'est terrible, ils rentrent dans un état, mais c'est affreux. J'ai dit, mais vous leur avez appris à boire du vin? Ils sont vignerons, hein? Vous leur avez appris à boire votre vin? Ben non, on leur disait qu'il ne fallait pas en boire. Ben oui, la connerie, maintenant ils boivent des alcools forts, ils sont bourrés, ils rentrent, ils sont défoncés, et puis en état de travailler. Donc c'était ça notre idée avec Pitt, c'était de dire, faisons de la formation du vin, c'est-à-dire entraînons les jeunes vers le plaisir, vers la dégustation, vers le savoir, la connaissance du vin, qui n'est pas de tout se bourrer la gueule, qui est simplement de prendre du plaisir à déguster, leur apprendre à faire des accords mets-vins pour qu'ils puissent véritablement apprécier et en même temps découvrir leur région. Quand vous allez par exemple en Savoie et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un mec qui boit du Chignien ou des vins de la région, vous êtes affolé. Moi je vis à côté de Châteaudun, il y a un vin absolument magnifique qui s'appelle les Coteaux Vendemois, personne ne sait ce que c'est. Et bizarrement, j'en mets dans la boutique dont je m'occupe, Leader Price, on en vend 15 à 20 000 bouteilles par an. Des gens qui découvrent ce que c'est que le vin, qui trouvent ça bon. Se saouler la gueule, je veux dire... Donc plus de soirées de défonce alors pour les jeunes. J'ai pas dit ça, mais parce que je ne crois pas que... Je ne crois pas que la défonce soit L'absorption d'alcool fort. Non, je ne suis pas sûr que vous éprouviez du plaisir à vous défoncer la gueule. Le plus saoul, le plus tôt possible. Je veux dire, quel est l'intérêt de ce truc-là? Vous êtes défoncé. Ou est-ce que, quand vous baisez, vous n'avez plus plaisir? Vous ne savez même plus qui vous baise, qui vous baisez, est-ce que vous bandez encore en étant ivre-mort? C'est là la question. Je ne suis pas sûr que ça procure du plaisir. C'est un jeu d'enfant, finalement. Et moi, je trouve qu'à 18 ans, 16 ans, vous devriez être adulte. Et quand je vois des mômes de 12-13 ans qui sont déjà complètement défoncés, je trouve ça lamentable. C'est comme la drogue, c'est pareil.
s'il y a 17 ans, vous commencez déjà à vous faire des piqûres dans le bras, qu'est-ce que vous allez prendre quand vous aurez 45 ans? Vous portez vous portez un regard pessimiste sur notre génération aujourd'hui, comparé à la vôtre? Eh bien, écoutez, à moi de mon temps, j'ai fumé comme tout le monde. Moi, j'ai pris de la coke pour travailler. Quand je menais la revue de l'Alcazar, je me levais à 7h du matin, je me couchais à 6. Toute la journée, je travaillais, j'étais au Hall pour faire des achats, je tenais 4 restaurants, dont le restaurant Nanterre, chez Chéreau. Ensuite, en même temps, j'avais Vitesse, et j'avais toujours mon restaurant, et le soir, je menais la revue de l'Alcazar. J'étais mort de fatigue, épuisé. J'arrivais dans ma loge, mon maquilleur commençait à me faire une gueule, et j'avais une ligne de coupe qui est un verre de vodka. Je tenais, et la sottise, elle est là, c'est que je tenais jusqu'à 6h du matin. C'est bête, mais je ne reprenais pas après. Je ne voulais pas maintenir là. C'était juste pour être au mieux pendant le spectacle. Mais malheureusement, ça dure plus longtemps. Donc, la dégringolade, elle n'arrivait que tard dans la nuit, c'est-à-dire au moment où on avait déjà écumé Castel, Régine, et on finissait à cœur sans bas, il était 6h du matin, et c'était pas bien. Et le jour où j'ai arrêté, le jour, hein, je vous dis pas la veille, le jour où j'ai arrêté l'Alcazar, j'ai arrêté la Défense, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et ça s'est très bien passé. Le problème, c'est que comme on est bien avec une prise, on a envie d'être encore mieux à la seconde, mais ça ne sert à rien, ce truc-là. Moi, je suis... j'ai évidemment une période où, si je vous disais que j'ai même pris des hallucinogènes ou des trucs comme ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Je me suis retrouvé dans une chambre où j'avais l'impression qu'il y avait du sang qui coulait tout autour de moi. Je veux dire, quand vous faites des défenses pareilles, ça n'a aucun intérêt finalement. Enfin, je veux dire, c'est du plaisir. C'est comme le vin. Si le plaisir n'est pas là, je veux dire, la drogue, il faudrait savoir s'en servir au besoin, quand on en a besoin, et avec modération. La jeunesse est dans l'excès. Moi, j'ai traîné la nuit, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables, mais on n'était pas dans l'excès. Je veux dire, on avait une bouteille dans une boîte de nuit, mais la bouteille, elle nous faisait une semaine. On défonçait pas la bouteille pour le plaisir de sortir, coucher, qu'on appelle pour avoir une voiture, un taxi, un copain qui conduit. C'était pas ça notre jeunesse à nous. On avait encore, quand on buvait, on avait envie de se raconter ce qu'on avait vu la veille au spectacle, le film qu'on avait vu. C'était pas la banalité de dire tiens, j'en reprends encore un, je vais t'avoir, je serai plus bourré que toi. C'est ça qui me désole. C'est l'idée de la compétition entre le plus ivre par rapport à l'autre. C'est ça qui me paraît... là, franchement, non, le mot absurde est trop faible. C'est de la connerie à l'état maximum. Quand vous voyez dans quel état vous avez des mômes, il faudrait que tous les jeunes, vous alliez un jour à l'hôpital où vous voyez des gens complètement massacrés parce qu'ils ont pris une moto alors qu'ils étaient dans cet état-là, parce qu'ils ont conduit. Moi, je veux bien que les jeunes s'amusent, on peut faire tout ce qu'on veut, mais moi, je trouve que c'est plus amusant de partouzer que de se saouler la gueule jusqu'à plus voir clair. Enfin, question d'équilibre, hein? Question d'équilibre. Dans la partouze et dans la défense. Non, mais dans la partouze, c'est relativement... vous pouvez être 15 si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de vous défoncer. Est-ce que vous pensez que du coup c'est un problème principal d'éducation en fait? Il faudrait éduquer les jeunes. Enfin, comment vous abordez le problème? C'est votre combat. Est-ce que c'est seulement la solution, l'éducation? Par quoi ça peut passer? Je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il faut parler, que, les parents ne parlent plus, que les éducateurs ne parlent plus. Je pense qu'il y a sûrement une... Comment vous dire?
je ne sais pas si je vais me faire comprendre quand je dis je trouve qu'il faudrait une éducation vous voyez, une éducation qui serait pas familiale, mais qui serait conviviale, vous voyez, où les barrières seraient rompues et où on parlerait avec un adulte, qui ne serait pas forcément un professeur, mais où parlerait et où un mec dirait la vérité. Comme moi, je vous dis, je me suis défoncé, c'est comme ça, et j'ai pas honte de le dire. Sans tabou en plus. Et puis je vous emmerde finalement, je le dis parce que c'est une question. Ordonneur. Le problème, il est là. Le problème, est-ce qu'on peut encore, nous, adultes, moi qui ai 77 balais quand même, est-ce que je peux parler à des mômes, je ne sais pas quel âge tu as toi 21. 21, est-ce qu'on peut se parler? C'est là la question. Moi je suis étonné, je signe des livres depuis des années, je vois de plus en plus de jeunes qui veulent vers moi, et de gens qui me donnent un téléphone en me disant est-ce que je peux vous parler. Mais enfin, moi je ne suis pas Madame Minuit, hein. Moi je veux bien parler à des mômes, mais je veux dire, il faudrait qu'on puisse parler à 3-4, et puis que faire de la... Vous voyez que ça évolue, puis que les gens se reparlent entre eux, etc. Mais moi je pense que c'est un peu ça, les parents n'osent pas raconter. Regardez par exemple le nombre de filles qui savent pas ce que c'est que de se faire baiser, qui ont pas, les mères n'ont pas parlé, en disant tu devrais prendre des précautions si tu as envie de te faire baiser. Bah oui, c'est pas une affaire quand même finalement. Elle aussi, elle s'est fait baiser, mais alors, pour mettre un préservatif, il faut lui dire, tu sais pas comment on fait, montrer. Enfin, je veux dire... Un manque de dialogue en tout cas entre les parents. je pense que entre les générations, il n'y a pas de dialogue. Il y a des philosophes qui sont en train de faire des numéros, mais le quotidien, c'est pour faire évoluer la machine, il faut qu'on soit dans le quotidien, il ne faut pas qu'on soit dans la philosophie. La philosophie, c'est votre travail à vous d'étudiants d'apprendre ça, mais je pense que on doit communiquer avec des jeunes, leur faire part de nos expériences, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que... Voilà, c'est tout. Justement, un mot sur votre parcours. Vous êtes surtout vous connu pour votre personnalité, vos 27 paires de lunettes, si je ne me trompe pas. 27 Oui. encore 27 paires de lunettes. Alors, demain, je vais en avoir 7 de plus. 7 d'un coup. 9 de plus demain. J'en aurai 34. À quel C'est un couleur scoop. Je les ai encore vus. Je vous livre un scoop énorme là. Et Ça voilà, sera vous le faites la relier une massivement. demain de tout ce que vous voulez avec ce truc-là. Koff va avoir 9 paires de lunettes en plus. Et comment on trouve l'inspiration pour la couleur alors? Au moment où on épuise toutes les couleurs possibles, non? Ah ben, il n'y a pas qu'une couleur. On Arc-en-ciel. peut mettre du jaune de verlan à Un côté. arc-en-ciel, oui, c'est Mais c'est pas ça. C'est une fille qui est venue me trouver un jour dans une émission en me disant je dessine, je crée des lunettes. Je lui dis tant bien, le grand bien vous fasse. Elle me dit je voudrais vous en faire une paire. Je lui ai dit oui, mais les lunettes, plus j'en ai, plus c'est coûteux parce que ce sont des verres. Moi, c'est pas des lunettes c'est des lunettes de correction, c'est des Varilux. Je le vois. Si j'ai pas de lunettes, je vous vois pas. Et elle m'a dit oui, mais alors les verres, ça coûte une blinde, hein, ces verres-là. Sur 25 paires de lunettes, heureusement que ma vue ne se dégrade pas trop. Et demain, elle m'en apporte 9 paires de plus. C'est une créatrice. Donc je vais voir ce que c'est, je pense qu'on va faire avec ça. Et justement, avec ces lunettes, cette sollicitation par cette femme, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une marque Jean-Pierre Coff et une marque sur laquelle vous travaillez vous? D'un personnage médiatique et tout ce Non, personnage il que n'y a vous pas êtes de marque aujourd'hui. Coff. Il y a des marques de déposer, mais dont je ne me sers pas. J'ai été déposé pour ne pas me les faire piquer, mais c'est tout. Et vous travaillez votre personnalité, votre franc-parler sur les je médias? parle de quoi? Non, c'est ma question. Ben non. Parce qu'on vous connaît pour votre Non, personnalité mais vous surtout. trouvez que depuis qu'on est là, autour de cette table, je suis en train de faire un numéro? Non, pas du tout. Du franc-parler, de la sincérité, je vous l'accorde. Ben, je vous Non, parle mais en fait, la question en creux, c'était comment on fait pour gérer cette personnalité, enfin, cette identité dans les médias, sachant que vous êtes quand même parfois omniprésent dans le... Ah, pas beaucoup. On vous voit quand même souvent, je veux dire, dans le... Ah, vous trouvez de trop alors? Ah non, moi ça va très bien. On vous remarque, c'est ça en fait. Bah, par exemple, j'écoute souvent Parce vos que- interviews sur On n'est pas couché, par exemple, ou Pas couché. ou sur Mon Dimanche, par exemple. Oui, mais... Bon, j'ai plus d'émissions à moi. Je vois pas l'intérêt.
d'aller dans les médias et de faire un numéro, de pas dire ce qu'on pense. Moi, je suis comme je suis, et puis ceux qui sont pas contents, je les emmerde, et je vis comme je vis, et puis voilà, c'est ma vie. Je cache rien, et j'ai écrit un livre de mémoire, les gens disent, vous avez dit toute la vérité, et oui, mais alors, comment ça se fait? Parce que je vois pas l'intérêt de mentir, c'est tellement plus simple de dire la vérité. Non? C'est sûr. Vous avez l'air extrêmement sceptique comme un type qui ment toute sa vie, Non, pas et du tout à coup, d'être devant une poule qui dit mais attends, pourquoi tu dis pas la vérité? Ben rien, c'est comme ça. Parce qu'on vous voit comme une personnalité et on se demande comment vous faites en Je ne vis coulisses. rien. Parce que Je votre vis sincérité chez moi personnelle. à la campagne, D'accord. je vis avec un mec après avoir été marié depuis 10 ans, et tout va bien, et je vis avec un jardin extraordinaire. Les tomates que vous cultivez. Des tomates que je cultive, et je viens à Paris, je suis venu à Paris aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous avec la télé belge qui veut faire une émission sur moi, j'avais ensuite rendez-vous avec vous, maintenant je vais aller dîner avec ma copine Miu Miu, demain matin j'ai un autre déjeuner, ensuite je vois la fille des lunettes, je rentre chez moi à la campagne, et voilà ma vie, c'est ça. Une vie très chargée à 77 ans finalement. Ah, vous trouvez que c'est très chargé? Vous avez du temps pour vous quand même. Hein? Vous avez quand même encore beaucoup de temps pour vous, non? Ou pas? Le temps, je l'organise. C'est-à-dire que j'essaie d'être au moins 2 jours chez moi à la campagne. Non, là, j'ai pas, depuis la sortie de mon livre, j'ai plus de temps, non. Parce que je vais beaucoup en province, j'ai signé des livres, mais j'organise ma vie pour avoir du temps de libre, pour aller promener dans mon jardin, pour aller, hier soir, j'ai taillé un lierre qui me faisait chier. Voilà, je fais ce que je veux. Pour rester dans le paysage médiatique, aujourd'hui il existe un florilège d'émissions culinaires, Masterchef, Top Chef et j'en passe, qui cartonnent autour d'une sorte de nouvel art de la nourriture. Et parallèlement, en 20 ans, selon une étude de la Fondation Good Planet, les Français passent 30% de moins derrière les fourneaux. Comment on explique ce paradoxe entre ces émissions culinaires qui cartonnent, et qui plaisent beaucoup, qui sont à la mode, et le désintérêt des Français pour la cuisine? Vous trouvez que ça marche, vous? La dernière, j'ai vu que ça s'est arrêté. Ça se décline en émission, ça a été racheté par TMC. Ah oui, mais donc c'est que ça marche plus. Non, moi je crois que ce qui est nécessaire de faire dans une émission de télévision, c'est de la pédagogie. Ça sert à rien de faire des émissions où vous voyez un grand cuisinier qui est en train de faire quelque chose. C'est une ressuscite de ce que faisait Raymond l'hiver quand il y avait une chaîne de télé avec Catherine Langer. Il faisait ça, Catherine, passe-moi le sel. Et ça sert à rien, ça. Et ça démocratise la cuisine quand même, ça donne envie aux gens de faire la Mais je cuisine, crois de bien pas. manger. Non, je ne suis pas sûr de ça du tout. Ça leur donne envie de reproduire la même chose. Regardez le nombre de maîtresses de maison qui ont acheté des livres de cuisine de cuisiniers qui ont 3 étoiles au Michelin et qui sont infoutus de les refaire. Parce que dans ces recettes-là, il n'y a pas le savoir-faire, il n'y a pas la pâte, la cuisine, c'est ça. Moi, j'ai fait 54 livres de cuisine et j'en arrête dans la rue pour me dire merci. Une dame hier, à Chaville, où je signais, une dame me dit « Votre salade niçoise, génial. » Oh bon, je lui dis, vous êtes sûr, c'est formidable. Elle m'a dit, oui. Je dis toujours à mes amis qui viennent chez moi quand je leur fais une salade niçoise, il met l'huile de la boîte de thon. Ah oui, parce que ça fait l'économie d'huile, tout connement. C'est-à-dire, au lieu de mettre de l'huile d'olive dessus, il y a de l'huile dans le fond de votre... C'est comme l'huile dans une salade niçoise, vous mettez du thon et vous mettez des œufs, la tomate. Non, mais l'olive. vous mettez surtout des anchois. anchois. Et l'huile de tout ça, vous la mélangez, ça fait votre huile. Donc c'est rien, ça donne un goût, effectivement. Mais c'est juste de l'économie. Elle m'a dit, mais ça, c'est formidable. On va lui dire, mais non, calmons-nous, c'est juste un truc pour faire des... Je ne crois pas à ces émissions-là. Moi, ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est de la pédagogie. C'est d'apprendre aux gens ce que sont les produits. De la pédagogie plutôt que du spectacle alors pour ces émissions? Ben, évidemment, bien sûr. D'accord. Peut-être d'ailleurs, le spectacle, on dit que des conneries. La première émission que j'ai regardée, vous en avez vu plus, c'était la Quiche Lorraine. Je vois un mec, chef, important, connu, 2 étoiles, qui dit il faut mettre du fromage dedans. J'ai cru que j'allais avoir 25 ans. Il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Historiquement, il n'y en a pas. Mais il y a une histoire à tous les produits. Qui a inventé ça? Pourquoi ça a été fait? À quelle occasion? Il faut le raconter, c'est ça qui est rigolo. Il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Ma dernière question, ça sera ma dernière question. La dernière fois, Jean-Pierre Coff, que vous êtes allé au McDonald's. Ah,
Alors, il y a très très longtemps, c'était, je pense, en 87 ou 88 ou 89, dans ces eaux-là, c'était avant 90. Le directeur général était un type qui est maintenant le patron de McDo en Europe, qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Et il y avait une émission de télé, je sais pas, bon, non, vous n'avez même pas connu ça, je sais pas, mais c'était une énorme bagnole américaine où un invité prenait le volant et invitait quelqu'un à venir faire un trajet avec lui. Et l'invité ne savait pas où on allait, et c'était deux personnalités complètement opposées. Et on me demande si je veux faire cette émission. Je dis oui. Et avec qui voulez-vous être? Alors je dis, je sais pas qui. Et on me dit, qu'est-ce que vous préférez, Carole Bouquet ou José Bové? Ben, je dis Carole, je la connais très bien. Je me suis baigné avec elle dans un ruisseau, elle avait 16 ans et moi malheureusement un peu plus. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Pas grand-chose. Beauvais, on va s'engueuler, c'est pas la peine. Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas, moi j'aimerais bavarder avec le type de McDo. Et arrive Jean-Pierre Petit, le président, un type extrêmement sympathique, très malin, mariole comme tout. Il vient avec un paquet de disques comme ça de César et Evoria. Et vous connaissez, tout au début de sa notoriété, j'avais écouté un ou deux disques, je dis pas bien, ben voilà, c'est pour vous, etc. Donc on a écouté ça pendant le trajet, on a bavardé, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Il m'a permis ensuite, et je suis très reconnaissant, j'ai visité les usines où on fait le pain, la viande. Il faut bien comprendre que le truc, c'est pas si mauvais que ça. Le pain est médiocre, vous ne pouvez rien. C'est du pain sucré, pas de la baguette. Vous faites vous-même un hamburger, si vous voulez. Vous allez acheter de la viande hachée, un peu gros. Hein. Vous faites un hachage gros. Mettez ça dans une poêle avec un peu de matière grasse. Vous laissez très saignant, si vous aimez la viande saignante. Vous le mettez dans votre pain, que vous n'y aurez rien fait, et par-dessus vous mettrez 2-3 rondelles de cornichons, une feuille de salade, ce que vous voulez, si ça vous amuse. Si vous avez un morceau de baguette très croustillant, très bien cuit, vous allez vous régaler comme un fou. Alors que vous aurez mis la quantité de viande que vous voulez. N'oubliez pas que dans McDo, il y a 37 grammes de viande. C'est surgelé, donc il ne peut pas être saignant. C'est impossible. Parce que quand c'est saignant, ça veut dire que c'est pas cuit à cœur. Or, comme ça a été congelé, donc c'est vraiment, c'est matraqué à cœur, et vous pouvez pas avoir une viande chez McDo. Vous le savez bien, vous qui y allez. Donc, voilà où est le défaut. Après, je m'en fous, McDo, ça existe. Et donc, on arrive à Romorantin, je voulais l'emmener dans un restaurant 2 étoiles, et ce con qui était malin comme un singe a compris tout de suite où j'allais, et il me dit, on va s'arrêter 2 minutes. Ça t'embête? Je dis non, je veux m'emmener, et un McDo. Et là, c'est là où j'ai mangé, j'avais été avant, mais j'ai mangé, enfin, j'ai été, si vous voulez, confronté aux gens qui travaillent là, c'est-à-dire le bout de viande comme du béton qui est mis sur un grill, jusqu'à ce qu'il soit chaud à cœur, des frites qui sont plutôt bonnes, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts sur la qualité de la pomme de terre. La frite, c'est la pomme de terre. Ouais, hein. Alors, elles sont jamais assez croustillantes pour moi, mais c'est quand même pas mal. Et moi, ce que je regrette, c'est que, vous voyez, moi, je trouve dommage que, au lieu de vous réunir pour vous saouler la gueule, vous réuniriez pour faire des bouffes. C'est quand même pas compliqué, on peut faire des soirées vachement marrantes, où il n'y a pas grand chose à faire, où on fait une bonne raclette par exemple. Hein? Une bonne raclette par exemple. La simple. La pas la raclette. Oui, enfin là,
Oui, c'est ça, mais je pense qu'on peut faire mieux. Oui. On peut faire plus marrant, je veux dire, vous pouvez faire un bourguignon, un truc comme ça, qui mijote dans un coin, vous arrivez, vous posez la cocotte sur la table, tout le monde se régale, c'est vachement sympa. C'est ça un peu que je reproche, pas d'ailleurs, que je trouve dommage. Nous, on allait dans des bistrots, ça coûte pas plus cher que McDo, hein, en définitive. On allait dans des bistrots où on prenait un plat, point, et on était heureux, on était ensemble, on était 6-8. On a appris hier soir que les McDonald's en Allemagne allaient faire un burger bio. Je vous invite la prochaine fois. Oui, on n'est pas obligé d'aller en Allemagne pour manger un burger bio. Hein. Moi, je vous invite chez moi, vous venez, je vous fais de la viande hachée, j'achète un morceau de viande, je la passe dans ma machine à couper la viande, et puis je vous fais un beefsteak, je le mets dans le plat, si c'est ça qui vous amène. Mais j'aimerais mieux vous faire goûter une belle entrecôte avec du gras autour, bien croustillante. Voilà. Merci pour clôturer cette émission. On a une dernière question auditeur qui va peut-être poser. Bonjour Alexandre. Ouais, bonjour à tous. Moi j'avais une petite question sur toute la mode qu'il y a actuellement autour du gluten-free et le lactose, etc. Il y a des études certaines études scientifiques qui montrent que c'est assez nocif à certains égards pour l'aspect, en tout cas c'est ce qu'elles prétendent. Moi j'ai pas d'avis sur la question parce que je connais pas trop le contenu de ces études, mais on voit bien que ça fleurit un peu dans notre génération, qu'il y a de plus en plus de restaurants ou d'épiceries, etc. qui ont pris cette tangente-là. Quel regard vous portez là-dessus? Je suppose que vous n'êtes pas forcément d'accord parce que vous cuisinez beaucoup. Vous en foutez? Enfin, ça vous interpelle pas? Vous avez aucune... Je pense que malheureusement le monde... Enfin, les grands produits de base que sont la farine, le lait, la viande, etc. Tous ces organismes-là vivent dans la crainte. N'oubliez pas quand même que nous vivons avec cette terrible épée de Damoclès autour de nous, c'est les gens ont la trouille de tout. Les gens ont peur de tout. Rien n'est bon. Là-dedans, il y a des pesticides, là-dedans, il y a des ceci, là, vous avez du gluten. Ben oui, il y en a, et ça fait, depuis combien de temps? Ça fait 2000 ans, même plus, qu'on mange du pain dans lequel il y a du gluten dans le blé, et la belle affaire. Et personne n'est mort. Alors bon, vous avez... c'est des lobbies, ça, qui montent les trucs. Vous avez des professeurs d'université, je ne citerai pas le nom, mais un monsieur qui a pris 5 000 € à l'époque pour raconter que le kiwi, vous pouviez en manger un tous les matins, vous n'auriez pas de cancer. Je pense que si on faisait le compte de tous ces malades à lui qui ont eu un cancer du sein, de la prostate, de je ne sais pas quoi, parce qu'ils avaient complètement pris un kiwi tous les matins, c'est pareil, manger du ci, manger ça. Moi je ne crois pas à tout ça. Je pense que la nature n'a pas été créée pour tuer le consommateur, mais au contraire pour lui procurer du plaisir, et qu'effectivement, je crois qu'il faut surtout cuisiner des produits dont on connaît l'origine. Alors, on déborde là? Oh non, allez-y, bien sûr que non. Vous voyez, il y a cette mode actuellement de la proximité. C'est quoi la proximité? C'est où la proximité? Quelle est la limite de la proximité? Moi, quand j'étais jeune, il y avait encore, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, il y avait des halles dans Paris. Les gens venaient de rien, ils avaient 30 km à faire pour être dans Paris aux halles. Là, c'était la proximité. Maintenant, il n'y a plus rien avec des maisons. Trouvez-moi quelques jardins dans les environs de Paris, il n'y en a plus. Vous avez la plaine de Montesson, la moitié c'est un carrefour. Il n'y a plus de proximité dans les grandes villes. C'est ça qui est terrible. Comment faire pour avoir proximité? On n'a pas parlé du bio. Moi je veux bien le bio, vous me dites tout ce que vous voulez. Ça représente pour le moment que 3% de la consommation. Hein. C'est pas énorme. Alors, ça rassure, c'est bio, ça vaut 15% plus cher. Ah oui, mais c'est bio. Tu parles d'une affaire. Moi aussi, sûrement que ma tomate dans mon jardin, elle est bio. Sauf simplement que mon jardin, il est à côté d'un champ où le type traite.
Et je peux rien, moi. Il peut y en avoir sur mes tomates, et alors je les lave, et puis c'est fini. Je crois qu'il faut qu'on soit dans la mesure et qu'on essaie de retrouver la qualité des produits d'origine, un traitement limité, pas de traitement du tout. C'est possible, ça. Bio, moi je veux bien. Ça vient d'où le bio? Expliquez-moi, ça vient d'où le bio? Vous savez, si j'ai encore une minute, je vais raconter une histoire. On me dit que le bio, c'est pas possible. Je discute avec tel ministre et l'autre qui me dit, oh, le bio, c'est compliqué, mais le bio, c'est pas possible. Je dis, écoutez, allez dans le Jura. Dans le Jura, le maire de Lons-le-Saunier est un monsieur qui était, avant Barouin, le président de tous les maires de France. Et ce monsieur a décidé que son canton serait bio. Paris fou. Comment on fait? Lons-le-Saunier, petite ville du Jura, du coin. Qu'est-ce qu'il y a autour? Le Jura, du comté, évidemment, des vaches, de la région. Ils se sont battus pour ne pas avoir de vaches d'ailleurs. Donc c'est de la Montbéliarde. Il a réuni tous les acteurs de l'agroalimentaire. Les éleveurs, les producteurs, les transformateurs, tous réunis. Il leur a dit, voilà, on va faire un canton bio. La reconversion, c'est-à-dire le passage de l'agriculture conventionnelle en agriculture bio, c'est 4 ans. Au moment où vous dites, maintenant je suis en bio, je ne mets plus d'engrais, je ne traite plus, etc., j'ai un comportement normal, sain, et au bout de 4 ans, il devient bio. Son terrain devient bio, il a été... il est devenu propre à avoir une appellation. Pendant 4 ans, tous vos produits, je les achète au prix qu'on va fixer maintenant. Et dans 4 ans, je continue à vous acheter vos produits encore comme pendant 4 ans. Après, vous démerdez. Et pendant ce temps-là, il a nourri les écoles. C'est lui qui était le patron. Hein, là, il était président du canton, donc il pouvait décider que dans telle école, dans tel collège, à l'hôpital, à la prison, parce que on pense pas, mais prisonniers aussi, ça mange sur le compte de la société. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on leur file de la merde à des gens qui sont condamnés pour les faire mettre dans un hôpital ensuite en train de crever? C'est absurde. Le prisonnier, il paye sa dette à la société, il n'a pas de raison de vous faire mal. C'est comme les mômes qui sont dans un collège, ils apprennent, pourquoi voulez-vous qu'en plus on leur donne de la merde? Il faut quand même être raisonnable. Et donc, il fait un restaurant, qui est un restaurant bio pour la population, les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent venir manger pour une somme dérisoire, moins cher que chez McDo. Les prisons, les collèges, les maisons de retraite, tout est bio dans le quartier. Vous voyez que c'est possible. C'est au niveau d'un canton. Hein. Et quand il y a une décision politique, c'est ce que je dis à Le Foll ou à les gens que je rencontre, mais c'est possible. Voilà, ça c'est un exemple, il existe, on peut le vérifier tous les jours en allant à Lons-le-Saunier, ça existe. Engagement politique. Engagement politique, bien sûr. Jean-Pierre Coff en politique, pas du tout. Qu'est-ce que je suis engagé politiquement? Oui, je suis hollandais, et définitivement hollandais, et je trouve que c'est un type très bien, et je voterai pour lui, parce que j'espère bien qu'il sera réélu la prochaine fois. Un mot pour conclure, Bastien? Oui, bah écoutez, comme on est une association musicale ici à Honneur ECP Europe, j'aimerais terminer... Et on n'a pas eu beaucoup, hein, la musique, vous n'avez pas honte de dire que c'est une émission musicale. Non, mais arrêtez de parler pendant combien de temps? Je voulais terminer sur une note musicale et vous demander une musique que vous aimeriez passer dans cette fin d'émission. Je ne suis pas très variétoche. Enfin, si je vous dis des variétés que j'aime, vous allez vous foutre de ma gueule, parce que j'aime Catherine Sauvage, j'aime Nougaro, j'aime Judith Magre, cette grande, immense comédienne qui chante des vignes. Voilà ce que j'aime. Mais bon. Est-ce que vous auriez un titre qu'on voudrait qu'on passe? Écoutez, on a été grave. On devrait écouter l'ouverture de la vie parisienne d'Offenbach.
ça nous permettrait de boire un peu de champagne et d'être tout à coup gai, sans pour autant se souder la gueule, mais pour le plaisir de partager. Partager, n'oubliez jamais ça. Il faut partager, il faut échanger. Et quand on sait tout ça, on transmet. Voilà 3 mots-clés que vous ne devriez jamais retirer de votre tête. Échanger, partager. Voilà. Un plaisir. Un très beau message de fin. Merci Jean-Pierre Coff, bienvenue à la radio. Merci à vous. Peut-être que fonctionne après. Je vais faire écrire un test quand même juste pour Vous gagner avez des raison, niveaux. le but, c'est comme une bite. Ça descend et ça remonte. Ça va, c'est rapide.